très heureux de vous retrouver avec l'équipe de Fenature Édito. Chers lecteurs, chères lectrices, d'habitude, vous nous lisez, cette fois, vous nous écoutez. C'est notre premier édito audio et nous parlerons aujourd'hui du gouvernement Valls 2. Victor, il est vrai que cette semaine a été riche en émotions, n'est-ce pas ? Tout à fait. Ce n'est pas que cette semaine. Tout d'abord, permets-moi, Gauthier, de saluer nos nouveaux auditeurs et auditrices par conséquence. Et désormais, je vais vous parler de ce qu'il s'est passé. En effet, comme vous le savez, il y a de cela maintenant presque 3 semaines, Arnaud Montebourg... vous allez l'énerver. Arnaud Montebourg a dit d'une manière très spectaculaire, d'une manière peu républicaine, l'économie suivie par le gouvernement ne me convient pas, il faut prendre un nouveau virage de l'économie. En somme, à l'époque, le ministre de l'économie critique l'économie qu'il mène lui-même avec son gouvernement, Manuel Valls, et le président de la République française, François Hollande. Il sera rejoint à la suite de cette déclaration par Benoît Hamon et une lettre de soutien de Madame Aurélie Filippetti, alors ministre de la Culture et de la Communication. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le lendemain de cette déclaration, Manuel Valls présente sa démission à François Hollande et la démission également de son gouvernement. François Hollande reconduit Manuel Valls et Manuel Valls est donc chargé de faire un nouveau gouvernement. L'on sait très bien qu'Arnaud Montebourg ne figurera pas, mais tout le monde pense que Benoît Hamon y figurera. En ce qui concerne Aurélie Filippetti, elle écrira une lettre pour dire qu'elle ne souhaite plus y être. Alors, Arnaud Montebourg, c'est un petit peu le traître de la Ve République. C'est l'homme qui critique, qui n'a aucune solidarité. Heureusement qu'on l'a pas en président de la République, parce qu'alors, quelle solidarité aurait-il avec les Français ? En effet, Arnaud Montebourg critique ouvertement, sans cesse, les choix faits par François Hollande. On le verra d'ailleurs quelques jours plus tard dans un reportage sur France 2 d'Envoyé spécial. Alors, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Filippetti, quel point commun ? Le manque de courage. En effet, Arnaud Montebourg, économie, ministre, échec, il part. Benoît Hamon, rythme scolaire, échec, je pars 2 jours avant la rentrée. On peut dire que c'est un sérieux manque de courage. Aurélie Filippetti, statut des intermittents, échec, je pars. En effet, les 3 points communs de ces personnes, c'est qu'ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel en ne se battant pas pour la République et pour la France, aux côtés du président de la République et du Premier ministre. Oui, mais monsieur Benoît Hamon a tout de même fait la réforme scolaire. Alors, la réforme des rythmes scolaires, ce n'est pas lui qui l'a fait. Je rappelle que c'est Vincent Peillon qui l'a fait. Il n'a fait que la simplifier tellement elle était compliquée à mettre en place pour les collectivités territoriales et les communes. Donc finalement, il a fait mieux que son prédécesseur. Non, parce que même là, ça rencontrait encore d'énormes difficultés et au lieu de les affronter, monsieur part 3-4 jours avant. Ce n'est pas du courage, ce n'est pas loyal en politique. Enfin, c'est la première fois qu'on voit ça. C'est la première fois sous la Ve République qu'on voit un ministre de l'Éducation démissionner 25 août. Enfin, je souhaite vous parler d'une ministre qui a quitté le 30 mars, quelques jours plus tard, le gouvernement Hérault 2, afin de ne pas figurer dans le gouvernement Valls 1er. C'est l'ancienne ministre de l'Aménagement et du Territoire, Madame Cécile Duflot. En effet, Madame Duflot sort un livre cette même semaine, un livre où elle démonte de manière transcendentielle François Hollande, Manuel Valls et tous ses collègues du gouvernement. Alors je reprendrai la phrase de Najat Vallaud-Belkacem, c'est peu républicain. En effet, c'est peu républicain et c'est médiocre, c'est mesquin d'écrire un livre pour abattre des hommes avec qui elle a travaillé pendant 2 ans et demi. Si vraiment c'était mauvais, elle aurait dû les quitter dès le premier remaniement, voire même avant. Juste une chose, et je tiens à le préciser, on peut en vouloir à Madame Trierweiler d'avoir écrit ce livre qui abîme l'image du chef de l'État, mais elle n'a aucune responsabilité de haute fonction. En revanche, Madame Duflot, elle en a, et moi, personnellement, ça me gêne. Et d'ailleurs, la crise initiée par Madame Duflot montre que la crise du gouvernement, et qui est toujours la même, n'est pas passagère. Elle n'est pas passagère, cette crise. Mais elle n'est pas passagère, pourquoi ? Parce que Manuel Valls et François Hollande n'ont pas réussi à conjuguer deux gauches. La gauche de gauche et la gauche sociale et libérale. D'ailleurs, on aurait pu croire dans le nouveau gouvernement, le gouvernement Valls 2, qu'il y aurait vraiment la gauche sociale libérale. Alors, c'est un échec. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choix incompréhensibles à certains ministères. Je parlerai notamment du maintien de Madame Christiane Taubira, alors garde des Sceaux et ministre de la Justice, qui reste alors que Madame Taubira, et je tiens à le préciser, n'a aucun point en commun avec
la vision de la justice et du droit qu'a Manuel Valls. On l'a vu lors de leurs différents affrontements quand celui-ci était ministre de l'Intérieur et elle, garde des Sceaux, et qui aujourd'hui, elle, toujours garde des Sceaux et lui Premier ministre. Alors c'est quand même déjà assez spécifique. Mais il faut aussi préciser que Christiane Taubira, le lendemain, elle va aux universités d'été du PS ou 2 jours plus tard, et elle va quoi elle va faire quoi? Elle va à la réunion des frondeurs, ces fameux 41 députés qui s'opposent au gouvernement actuel. C'est un petit peu spécifique, c'est un petit peu bizarre. Et qu'est-ce qu'elle aura en récompense? Un petit soutien de Manuel Valls. Je ne comprends pas pourquoi il y a ce soutien de Manuel Valls. Si, probablement parce qu'elle fait du vélo, alors que Duflot, elle, roulait avec son chauffeur privé. Mais c'est très intéressant, je pense pas que ce soit le terme, mais pour reprendre, il est vrai qu'elle fait du vélo à La Rochelle, et malheureusement ses gardes du corps ont du mal à la suivre en courant, elle ne pense pas à eux, c'est bien dommage, hein. Mais c'est surtout parce que Madame Taubira représente le dernier flambeau du gouvernement de la gauche. Rappelons quand même qu'en 2002, elle a été candidate au Parti radical de gauche. Il faut néanmoins souligner que Christiane Taubira aurait pu rester au gouvernement, mais à un autre poste, parce que là, ce n'est pas en adéquation avec la politique que voudrait mener Manuel Valls. Une politique libérale? Certes libérale, mais même au niveau de la justice, vu que c'en est là pour Madame Taubira, elle est garde des Sceaux, au niveau de la justice, ils n'ont pas du tout le même point de vue. Et d'ailleurs, je pense que Madame Taubira n'a pas le même point de vue que le nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, que je nomme un peu le beau gosse, le BG, comme on dirait dans les cours de collège ou de lycée. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron, il est inconnu au bataillon. C'est qui? Je ne sais pas. Ou du moins, même les journalistes ont mis un petit moment à le trouver. Énarque, approché par Nicolas Sarkozy, aujourd'hui ministre de l'économie, alors qu'il n'a eu aucun mandat électif et n'a donc pas été élu par le peuple. Il n'a pas été candidat. Il n'est pas quelqu'un qui a le mérite d'être là où il est. Oui, alors là, donc, je te ferai 2 remarques. La première, retourner sur le fait que les ministres doivent être élus. C'était une promesse de François Hollande, qu'il a visiblement violée. On le voit aujourd'hui. Bon, alors, première question, est-ce que c'est pas parce qu'Hollande, finalement, il était peut-être honnête dans sa promesse, mais il est arrivé au pouvoir et il a vu que la réalité, qu'en réalité, c'était pas possible toujours d'avoir un élu en tant que ministre. Deuxième remarque, concernant Taubira et Macron. Finalement, ils ont un point commun malgré leurs divergences politiques. C'est-à-dire que Taubira, comme Macron, se sont fait reprendre à l'ordre par Manuel Valls. Macron, le surlendemain de son arrivée à Bercy, lorsqu'il déclare qu'il est contre les 35 heures, est-ce que dans ce cas, ça va pas être encore bis repetita du côté du gouvernement? C'est-à-dire que, comme avec Montebourg, avec toutes les reprises à l'ordre qu'il avait eu avant, on va pas se retrouver encore face à la même situation. Alors tout d'abord, pour répondre à ta première remarque sur les ministres de François Hollande et sa promesse, moi président, je pourrais le faire comme il a fait 16 fois lors du débat présidentiel. Alors, il faut quand même dire qu'il y ait des promesses qu'il ne peut pas respecter, c'est logique. En revanche, nommer un ministre de l'économie, d'abord ancien banquier de Rothschild, c'est effectivement mon ennemi c'est la finance, discours prononcé au Bourget. Je vois pas où c'est son ennemi, dans la mesure où il nomme quand même un banquier de Rothschild à l'économie. Mais c'est quoi le réel problème? Le réel problème, c'est que même les promesses qu'il pourrait respecter facilement, parce que je suis certain que des candidats au ministère de l'économie, il en a plus d'un, il ne les respecte pas, et c'est pour ça qu'il est aussi impopulaire. Les Français lui en veulent de pas respecter les lois les plus faciles à respecter, les promesses les plus faciles à respecter. Oui, sur la deuxième remarque, sur les 35 heures, c'est quand même très important. Je reprends juste. Emmanuel Macron n'a pas dit qu'il était contre les 35 heures, il a dit qu'il fallait y mettre fin. Donc c'est différent. Oui. Alors y mettre fin, pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron est réaliste. Il est réaliste, il est intelligent, c'est un énarque, il est spécialiste en économie, c'est l'ancien conseiller économique de François Hollande. Bon, alors j'ai spécialiste, quand on voit les résultats économiques du président actuel, c'est peut-être pas la réalité. Ceci étant... Ou alors il n'a pas été écouté comme il ne l'a pas été. Il est réaliste, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une comédie, qu'on est dans une pièce de Molière, hein, et finalement, je ne comprends pas qui est le dindon de la farce dans cette pièce. Est-ce Manuel Valls
qui en 2011 disait qu'il était contre les 35 heures, ou est-ce Emmanuel Macron qui ose dire la vérité? C'est qui le menteur? Eh bien moi je vais vous dire, nous avons un Macron qui devrait plutôt prendre sa carte à l'UMP et nous avons un Valls qui devrait revenir à ses origines et être un homme sincère. Si on fait de la politique, c'est pour la sincérité, c'est pour la nation, c'est pas pour ses intérêts personnels comme ce que fait actuellement Manuel Valls. Oui, mais Manuel Valls n'a-t-il pas été contraint de reprendre son ministre à l'ordre concernant les 35 heures, même si cela n'était pas avec ses convictions, afin de garder sa majorité à l'Assemblée nationale? Mais à ce moment-là, Gauthier, s'il est vraiment contre, il démissionne. S'il est vraiment contre Manuel Valls, il démissionne. Il dit ce n'est plus en adéquation avec ma ligne, je démissionne. Il le fait correctement. Après, il pourra s'expliquer, mais pas avant, comme Monsieur Montebourg. Et Victor, tu as quand même dit quelque chose qui m'a un petit peu choqué. À un moment, tu dis il est logique que des promesses ne soient pas respectées. Il est logique que des promesses ne soient pas respectées. Nous le savons très bien, la politique, c'est de la démagogie. Donc, il y ait des promesses qu'on ne puisse pas respecter, comme faire inverser la courbe du chômage fin décembre 2013. Qui y croyait sincèrement? Qui? Personne. Personne. Et même pas François Hollande. En revanche, ne pas nommer un ministre qui n'est pas à la base un élu, même au niveau local, eh bien là c'est grave. Voilà. Donc j'ai pas plus de choses à dire sur Macron. Je dis juste que à une certaine époque, quand François Hollande était à l'Assemblée nationale, qu'à cette époque-là, le président était alors Nicolas Sarkozy, qu'il avait nommé ministre de l'Intérieur Claude Guéant. Eh bien, je tiens à vous dire que Hollande avait dit « Non, mais c'est pas normal, etc. etc. » Je vois qu'aujourd'hui, apparemment, les temps ont changé. Donc on voit que Manuel Valls, finalement, met une certaine pression sur ses ministres. Manuel Valls ne met pas de pression sur ses ministres particulières. Il sait que si il n'est pas autoritaire, ça va faire comme les Héros 1, Héros 2, Valls 1. Donc la politique ne marche pas par pression. Là, alors, pour les ministres, un petit peu, parce qu'ils sont toujours sur un siège éjectable. En revanche, un député, il est élu pour 5 ans, il y peut rester 5 ans. On prend un exemple actuel. Le secrétaire d'État au commerce extérieur, plutôt l'ancien secrétaire d'État au commerce extérieur, nommé dans le gouvernement Valls de M. Thomas Thévenoud. Qu'est-ce qu'il fait? On découvre qu'il n'a pas payé ses impôts depuis 3 ans. Il dit c'est un simple oubli. Ah là là, si tous les Français pouvaient oublier de ne pas payer les impôts pendant 3 ans, ils seraient heureux. Hein? Eh bien quoi? Eh bien c'est pas grave, il quitte secrétaire d'État. Alors d'abord, j'aimerais savoir s'il va toucher ses indemnités en tant que secrétaire d'État, bien que resté que 9 jours. Et par la suite, il va revenir à l'Assemblée nationale, tout frais comme un petit lardon. Voilà, je reviens à l'Assemblée nationale avec mon grand sourire et allez, je reprends ma vie avec mes 6500 € nets par mois. Donc pour lui, comme pour beaucoup, finalement, la politique sert à l'intérêt personnel. Alors, est-ce que tu dirais que la politique sert toujours à l'intérêt personnel? C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de main invisible de la politique qui ferait qu'il n'y a que les intérêts individuels qui forment notre système politique, notre démocratie actuelle. Il y a toujours eu des hommes et des femmes courageux et courageuses en politique. Je vais prendre plusieurs exemples. Simone Veil à son époque. La loi sur l'avortement, c'était pas facile. Il faut se remettre au contexte historique, c'était pas facile. Plus récemment, vous avez quand même des hommes et des femmes courageux. Je ne parle pas de leurs idées, je parle de leur courage. Nicolas Dupont-Aignan, qui a quitté l'UMP pour fonder un parti où il fait 3-4%. C'est du courage, c'est pas facile tous les jours, on se moque beaucoup de lui. Même Montebourg, alors, c'est du courage? Non, parce que Montebourg, il était en fonction, il était ministre. Il était ministre. Un autre homme courageux, Bruno Le Maire. Pourquoi? Parce que il part à la primaire, à la présidentielle de l'UMP. Il sait pertinemment, sans doute, on le verra dans quelques jours, que Nicolas Sarkozy va venir. C'est courageux. Il risque de se prendre en 10-20%. C'est très courageux de sa part. Ce sont des hommes courageux qui font de la politique une belle chose. Un autre exemple que j'aurais pu prendre à l'époque, que je ne peux plus, Manuel Valls. Un Manuel Valls qui défend un socialisme moderne à l'époque. C'est dommage qu'ils ne le mettent pas en application. Sinon, je dirais, aujourd'hui, c'est un homme courageux. Voilà. Vous pouvez prendre des tas d'hommes et de femmes politiques courageuses et courageux. Mais le problème, c'est que plus vous êtes hypocrite, plus dans la politique française, vous avez une bonne place. Mais j'aimerais quand même, juste afin de conclure sur le gouvernement Valls 2, parler de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Madame Najat Vallaud-Belkacem. Alors Madame Najat Vallaud-Belkacem, contrairement à Montebourg, contrairement à Hamon, contrairement à Filippetti, contrairement à Duflot et contrairement implicitement à Madame Taubira, qu'est-ce qu'elle est? Elle est loyale, elle est solidaire du gouvernement avec le président de la République française François Hollande et avec le Premier ministre Manuel Valls. Et c'est pour ça qu'elle a été promue. Et ça, c'est bien.
Je ne dis pas que Najat Vallaud-Belkacem ne mérite pas de promotion. En revanche, je dis qu'elle ne mérite pas, qu'elle ne mérite peut-être pas la promotion qu'elle a eue à l'éducation nationale. Pourquoi ? Parce que c'est quand même la porteuse de l'ABCD de l'égalité, de la théorie du genre, le gender comme on l'appelle, qui a fait quand même des petites révolutions intellectuelles et pas qu'intellectuelles, aussi dans la rue, de plusieurs courants. D'abord les religions, qu'elles soient catholiques, protestantes, musulmanes, juives, etc. Donc il y a quand même voilà. Et je pense qu'il aurait été logique qu'elle soit par exemple nommée ministre de l'Environnement et de l'Écologie, comme vous préférez l'appeler, et que Ségolène Royal soit-elle nommée ministre de l'Éducation nationale, juste pour calmer les tensions. C'est tout. Quand on peut éviter de faire des tensions, il faut le faire. Là, François Hollande est détesté. Pourquoi ? Parce qu'il divise et parce qu'il ne respecte pas ses promesses. Et au moins qu'il ne divise pas. S'il ne peut pas les respecter, c'est une chose, mais qu'au moins il ne divise pas. Et malheureusement, il divise. Et plus on divise, plus on est impopulaire. Plus on est impopulaire, moins on a de légitimité d'être au pouvoir. Oui, bien sûr, donc François Hollande divise. Il divise notamment par cette nouvelle ligne libérale qu'il souhaite trouver. Alors bon, c'est vrai qu'on n'en voit pas vraiment l'application, puisque par exemple, il refuse de revenir sur les 35 heures. Peut-être que ça se fera plus tard, on n'en sait rien. Non. Bon, apparemment, il y a une sorte de petite révolution quand même au Parti Socialiste en ce moment, avec cette ligne libérale qui se dégage. Et moi, je me dis, du coup, franchement, on peut espérer quelque chose de ce gouvernement. On est tellement bas qu'on peut. On peut, voilà, on peut. Exactement. Mais le problème, Gauthier, c'est pas d'espérer quelque chose pour ce gouvernement. Le problème, c'est de dire à ce gouvernement, mettez-vous au travail. Je dis pas qu'il travaille pas, je dis qu'il fait du travail dans le vent, il brasse de l'air. Il y a des choses simples à faire. Le droit du travail, on peut le réformer. Ah, il y a de quoi, vu la taille d'un code du travail, par exemple. Pourquoi il ne fait pas ça ? C'est dans ses cordes. Et s'il réforme ? Et les investisseurs étrangers, ils vont venir en France. Ils vont dire, tiens, c'est plus simple. Tiens, c'est comme la Suisse. Le code du travail, il fait 120 pages. C'est François Bayrou qui, une fois très intelligemment, est arrivé sur le plateau d'On n'est pas couché chez Laurent Ruquier et qui avait fait peser le code du travail français et le code du travail suisse. Et il avait dit, vous comprenez pourquoi les investisseurs étrangers préfèrent aller en Suisse ? Alors certes, ça crée des postes de juristes, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, on ne peut pas demander la terre et la lune, entre guillemets. Alors, il faut aussi dire une chose. François Hollande a les moyens de rester au pouvoir en faisant une dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? La droite arriverait, on sait très bien que la gauche va se prendre une tôle, la droite arriverait au pouvoir en tant que Premier ministre, avec des ministres, voilà. Et en 2017, il aurait 50% de chances d'être réélu, alors qu'aujourd'hui, il en a 12. Le danger, il me semble qu'il y a un danger à ça. C'est que donc François Hollande fasse la dissolution, qu'il reste donc bien sûr président de la République, qu'il choisisse un député ou le futur président de l'UMP en tant que Premier ministre, et que en 2017, les électeurs déçus du travail à la fois de François Hollande et à la fois de l'UMP votent Marine Le Pen. Oui, mais elle n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale. Avoir 290 députés, c'est pas comme être élu. Mais le pays sera bloqué de toutes les façons. C'est pas parce qu'il y a Marine Le Pen que je serai déçu. C'est parce que le pays sera bloqué. Déjà. S'il y a Marine Le Pen, moi personnellement, je serai déçu. Oui, je serai aussi déçu. Mais la première raison, ça sera que le pays sera déçu. Le pays sera bloqué. Non, pardon, oui, bien sûr. Le pays sera pas déçu vu qu'il aura choisi. Mais le pays sera bloqué. Non, le pays ne sera pas bloqué. Il y aura cohabitation. Sans Assemblée nationale. Il y aura un Premier ministre de droite ou de gauche à ce moment-là en cohabitation, et il y aura une politique de droite ou de gauche. Franchement, vous voyez Marine Le Pen faire des concessions ? Mais elle n'aura pas le choix. Vous savez, le but de Marine Le Pen, c'est d'arriver au siège là-haut. Est-ce que c'est vraiment de gouverner ? On sait très bien que son père, c'était son souhait le plus cher, c'était de ne jamais gouverner. Parce que son père disait, ma politique est infaisable. Et évidemment que la politique de Marine Le Pen est infaisable. Oui. Mais elle souhaite arriver en haut. Elle souhaite arriver en haut, vu tous les avantages que ça représente. Regardez comment on en profite aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ces hommes et ces femmes politiques qui se disent républicains, qui se disent aimer la France, doivent se combattre à tout prix pour faire de l'État un vrai État fort, puissant et qui n'appartienne pas aux extrêmes. Justement, dans ce cas, est-ce que la meilleure solution, ça serait pas pour François Hollande
et le gouvernement Valls 2, puisque c'est tout de même le sujet, de virer sur une ligne, on va dire complètement libérale, beaucoup plus qu'aujourd'hui et beaucoup plus que celle sur laquelle ils sont, même avec le risque de se mettre à dos le PS, avec le risque d'être impopulaire. Et la question que je te pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux être populaire sans résultat qu'impopulaire avec des résultats? Il vaut mieux être impopulaire avec des résultats et avec des promesses tenues. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça, c'est ce que les Français demandent. Alors, je le répète, si on veut pas le Front National à la tête de l'État, il faut, à un moment donné, que les hommes de droite, que les hommes de gauche, que les femmes de droite, que les femmes de gauche, que les hommes et les femmes du centre, que les hommes et les femmes écologistes, etc., soient pour l'Union républicaine. Merci Victor. Merci Gauthier. À bientôt. À bientôt.